Lundi 27 avril 2020, c'est votre journal du 13h. Vous êtes sur Canal 3, voici les titres. Dans quelques semaines, les conseillers communaux et municipaux seront en fin de mandat. Nous nous intéressons au bilan de cette mandature finissante. Quels sont les grands résultats à mettre à l'actif des élus communaux et municipaux? Éléments de réponse dans ce journal. Nous vous proposons également une visite guidée à Mékor, un village de la commune de Ouida. C'est à près de 60 km au sud-ouest de Cotonou. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des populations de la localité. Les habitants de Mékor partagent avec nous les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans ce village. La campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action se déroule actuellement sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, la distribution se fait autrement. Les agents parcourent les quartiers et vont dans les maisons pour remettre les moustiquaires aux bénéficiaires. C'est la stratégie mise en œuvre face à la pandémie du coronavirus. Voilà pour le sommaire. Bienvenue et merci de nous choisir. Dans quelques semaines, le Bénin va tourner la page de la mandature actuelle des conseils communaux et municipaux. Nous nous intéressons au bilan de cette mandature finissante. Quels sont les grands résultats à mettre à l'actif des élus communaux et municipaux? Plein feu sur la gouvernance locale des différentes équipes appelées à organiser la vie des populations dans les 77 communes du Bénin. C'est un document signé Herman Aniabossou. D'une unité administrative locale à l'autre, les réalités ne sont presque jamais les mêmes. Pistes rurales, de ponceaux, les problèmes de salles de classe, d'accès au marché. Le besoin en pistes rurales, en lotissement, en infrastructures marchandes et de jeunesse par ici, contraste bien souvent avec les peines de certaines populations qui ailleurs manquent cruellement d'eau potable et restent préoccupées par le souci de l'éclairage moderne. Tout ceci justifie l'option faite par le législateur béninois d'expérimenter le développement local. L'État central s'occupe de l'ensemble de la gestion au plan national, mais il revient à chacune des 77 communes de se faire gérer librement, parce que les communes doivent se faire gérer librement. Donc la libre administration des communes. 3 mandatures sont bientôt passées. Des équipes se forment et se succèdent à la tête des communes. Celles qui s'apprêtent à faire leurs valises n'ont pas toujours eu la tranquillité d'esprit. Et quand les regards d'experts se croisent, les jugements se font plus pointus. Dès que un nouveau pouvoir s'établit, il est le premier à quitter son parti originel pour le pouvoir. Or, quand c'est comme ça, ça lui permet de répéter les mêmes bêtises. Et c'est pour cela que moi je dis, le pouvoir, si réellement le pouvoir veut atteindre les objectifs du départ, le pouvoir devrait observer tout ceci comme un gendarme. Or, donc c'est la peur du gendarme qui fait naturellement la sécurité. Quand l'administration locale est politisée à outrance, la conséquence c'est que le maire ne fonctionne plus suivant les règles, mais il est soumis, il cherche là où il y a de bouées de sauvetage et donc s'accroche. C'est pour ça que les futurs maires doivent tout faire pour sortir de cette politisation à outrance et savoir que je viens d'un parti politique, mais lorsque je suis élu maire, je suis pour tous les citoyens. Vaille que vaille, et avec une certaine sérénité, quoique apparente et dans une méfiance réciproque, les conseils communaux et municipaux font de leur mieux pour satisfaire aux besoins de mandants répartis dans 77 communes pour 546 arrondissements. Si moi j'étais proche du pouvoir central, j'allais lui dire, mais il vaut mieux laisser le jeu ouvert. Là, ça vous permet de jouer aux gendarmes. Là, ça vous permet de mieux taper. De l'avis des experts au sujet de la gouvernance locale, on est bien loin du rouleau. En cause, la forte politisation de l'administration locale qui fait le lit à des abus de tout genre. C'est en exerçant les citoyens à prendre des décisions au niveau de leur quartier de ville, au niveau de leur arrondissement, au niveau de leur village, au niveau de la commune, que ces citoyens-là intègrent la culture de la
démocratie, participe, décide et donc paye facilement les impôts. Donc c'est un ensemble qui facilite l'émergence d'une citoyenneté responsable. Et naturellement, quand moi je fais le bilan aujourd'hui de cette mandature, c'est la mandature qui a, disons, la plus cherché à contraindre. Or, c'est la persuasion. En décentralisation, c'est la persuasion. 17 années déjà que la décentralisation fait du chemin au Bénin. Si les résultats escomptés ne sont pas encore au rendez-vous, ceci appelle au dire des spécialistes à un changement de paradigme. Peut-être, et c'est le diagnostic posé, va-t-il falloir travailler à une saine émulation du jeu des principes démocratiques à la base. Direction Mékor à présent, un village de la commune de Ouida. C'est à près de 60 km au sud-ouest de Cotonou. Pour se rendre dans ce village, il faut traverser un grand cours d'eau en pirogue et la traversée se fait avant la nuit. Face à cette difficulté, les populations ont trouvé l'idée de construire un pont en bois à la rencontre des habitants du village qui nous parlent de leurs difficultés. C'est un élément réalisé par Asiongbon Kanyi Asiongbon et Henri Ganti. Pour relier le village de Mékor de l'autre côté, il faut prendre par ce pont en bois à la limite précaire et long d'environ 200 mètres. L'une des localités de l'arrondissement de Diagbadji dans la commune de Ouida, département de l'Atlantique, Mékor est l'avant-dernier village qui mène à l'embouchure de Djondji. Et la réalisation de ce pont a coûté des nuits de réflexion et des efforts aux fils et filles de la localité. Oh, on a mis à Gola. Il y a 12 ans pour quitter. Donc, ce sont les natifs de la localité qui ont pris sur eux la décision de construire le pont en bois après que j'ai réuni tout le monde. Au beau milieu de la construction, quelques difficultés ont surgi. Les travaux ont connu un arrêt. Nous avions alors initié des souscriptions volontaires. Les eaux et forêts nous avaient autorisé à nous procurer du bois puisque c'est dans l'intérêt public. Avant la construction de ce pont entièrement en bois, la population faisait la traversée en pirogue, moyennant 25 francs CFA le passage. Une traversée qui ne se faisait que le jour car la nuit, tout est dans le noir pour défaut d'électrification de la localité. Si la réalisation du pont l'a été sans contribution extérieure, la population en est aujourd'hui fière. C'est une opportunité de nos villages parce qu'auparavant, on traverse la lagune avec la pirogue. Et maintenant, c'est la population qui a décidé de faire cette construction. Lorsque les travaux avaient démarré, personne ne savait que nous allions réussir la construction. Le chef d'arrondissement, le président de l'association de développement de Mékor et d'autres nous ont apporté leur appui, ce qui nous a permis d'achever le pont. Le pont est bâti avec du bois précaire. Pour éviter son effondrement et tout incident malheureux, la population en prend soin fréquemment. Autant qu'elle procède au remplacement des planches et piliers imbibés, puis usés par les eaux de la lagune, elle espère un jour l'implication de l'État pour un pont en matériaux définitifs. Les habitants de Mékor travaillent tous les jours pour l'entretien du pont. Ils procèdent au remplacement des bois défaillants. Nos demandes d'appui sont restées sans succès. Nous, notre souci, c'est d'avoir un jour ce pont en dur. Si le gouvernement peut nous aider à faire ça à béton, nous aussi, on peut lever ça au genou et le projet va nous construire le pont à béton. Mékor ne se sent pas délaissée depuis que la Fondation Claudine Talon s'intéresse à elle. Elle a réalisé une canalisation lagunaire pour drainer de l'eau potable jusque dans le village. Fondation Claudine Talon. C'est grâce à la Fondation Claudine Talon que nous pouvons boire de l'eau potable aujourd'hui dans ce village. Nous n'avons pas de l'électricité.
La voie qui mène ici est complètement dégradée et cause des dommages aux femmes qui se rendent au marché pour leur commerce. Avec le projet Route des pêches dans sa phase avancée, les fils et filles de Mékor ne perdent pas l'espoir. Ils espèrent que bientôt, le village sera relié au réseau électrique pour leur permettre d'enjamber un pont digne du nom à toute heure. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rendant une décision qui demande la suspension du processus des élections communales au Bénin suite à sa saisine par Sébastien Adjavon a poussé le bouchon trop loin. Ce sont là les propos de Luc Kossou Sosa, enseignant-chercheur à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Il était l'invité du forum de discussion de la matinale de Canal 3 ce lundi. Suivons son analyse de cette décision. Et même d'ailleurs pour la ratification de tout protocole, si on n'est pas satisfait, on peut, puisque c'est un contrat, on peut toujours rompre et sortir d'un protocole. Ce n'est pas interdit. La preuve, c'est que la Gambie l'a déjà fait. Donc, l'État béninois peut suspendre totalement le protocole ou dire, je maintiens le protocole, mais je retire la déclaration. Et donc, si l'État béninois retirait la déclaration, il y aura toujours le protocole qui va le lier à la Cour, mais les personnes physiques n'auront plus la faculté, la possibilité donc de saisir la Cour. La qualité d'une juridiction dépend aussi de la qualité des décisions rendues. Tout à fait. La Cour elle-même, en rendant des décisions, pour la plupart du temps, certains États ne respectent pas. Et donc la Cour a des difficultés face à la mise en œuvre de cette décision. Et donc la Cour doit aussi s'interroger sur la qualité des décisions, la portée des décisions. L'ordonnance qui a été prise par cette Cour pour des mesures provisoires, parce qu'elle n'a pas encore le temps de rendre la décision, mais elle a pris donc des mesures conservatoires pour réparer les dommages d'un citoyen. La Cour prend donc cette ordonnance pour demander de surseoir l'organisation des élections communales. Nous supposons que l'État décide de surseoir, de suspendre d'abord les élections communales, le processus électoral. Mais ceux qui ont fait, les citoyens qui ont déposé les dossiers, qui sont en nombre plus important, plus élevé que le citoyen qui a obtenu cette décision, est-ce qu'on n'a pas créé aussi de préjudice à d'autres personnes? La Cour a poussé le bouchon trop loin. À travers cette décision ou oui, la plupart des décisions rendues sur des dossiers donnés? Dans la plupart des décisions, pour que les personnes physiques ou pour qu'on saisisse la Cour, il faut qu'il y ait un dommage irréparable ou qu'il y ait la survenance ou l'imminence donc d'un dommage irréparable. Le requérant estime qu'il ne pourrait pas participer aux élections et être élu pour gérer les affaires de l'État. C'est une présomption. Et donc, parce qu'on ne pourra pas aller aux élections, on estime qu'il y a un dommage irréparable. Or, le dommage irréparable doit s'entendre un fait réel. Lorsqu'on examine encore l'article 51.5 de la Charte, pour qu'une personne physique saisisse la Cour, il faut que cette personne physique ait épuisé d'abord toutes les voies de recours à l'interne. Mais lorsque on prend la saisine donc de ce requérant, parce que la saisine a été faite en deux phases. La première phase, donc, c'est la requête introductive qui dit toutes les lois qui ont été votées quasiment en 2000, donc sous la 7e législature et la 8e législature, me portent grief. Et donc, toutes ces lois, à travers toutes ces lois, il y a un dommage irréparable. On est allé même jusqu'à dire que la nomination de M. Diogbenou, donc du professeur Diogbenou, comme président de la Cour constitutionnelle,
porte préjudice. Parce qu'il a été ministre et il est nommé président, donc il a été désigné membre de la Cour constitutionnelle et nommé plus tard, et élu plus tard président de la Cour constitutionnelle. Or, l'article 115 de la Constitution qui prévoit les mécanismes de désignation n'a pas interdit que lorsqu'on est au gouvernement, qu'on ne peut pas être désigné pour être membre de la Cour constitutionnelle. Alors, en quoi ce mécanisme de désignation a-t-il violé les droits donc, du requérant? Tout autre chose à présent, suite aux plaintes persistantes des agents contractuels de l'État promotion 2014 recrutés au profit du ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Travail et de la Fonction publique a réagi et a apporté des clarifications. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le directeur de la réglementation et de suivi des carrières. Précision avec Idrissou Boukari et Moufid Saboura. Il convient donc de situer l'opinion publique. Des clarifications pour arrêter la polémique. Lorsque vous n'avez pas travaillé, on ne peut pas s'attendre à être payé. La situation administrative des agents contractuels de l'État recrutés en 2014 au profit du ministère de l'Économie et des Finances est au cœur de cette conférence de presse. Les concernés manifestent leur mécontentement depuis quelque temps et ont fini par adresser une lettre ouverte au chef de l'État pour régulariser leur situation. À cette rencontre avec les hommes des médias ce vendredi, le directeur de la réglementation et de suivi de carrière du ministère du Travail et de la Fonction publique apporte des précisions. Ils ont bénéficié en première position d'un contrat à durée déterminée de 2 ans qui court de 2015 à 2017. Il y a eu un renouvellement à partir de 2017 donc à 2018. Mais avec les réformes engagées dans ce secteur, le ministère de l'Économie et des Finances, utilisateur des services des intéressés, leur a notifié à chacun d'eux la fin de leur contrat. Le gouvernement n'est pas resté insensible après expiration de leur contrat de travail. En Conseil des ministres, d'importantes mesures sociales ont été prises au profit de ces agents. Il a été entre autres décidé de leur intégration dans la fonction publique, du renouvellement à titre exceptionnel et dérogatoire de leur contrat. Mais quelle a été l'attitude des concernés? Jusqu'à présent, 7 personnes sur les 231 ont signé ces contrats, ces projets de contrats et ont transmis ces contrats-là au ministre du Travail et de la Fonction publique. Ces contrats ont été finalisés par les services du ministère du Travail et de la Fonction publique et les services techniques du ministère de l'Économie et des Finances. Et le mandatement est même déjà validé. Donc, ces personnes ont déjà vu leur situation régularisée. Mais curieusement, certains d'entre eux ont délibérément refusé de signer ces contrats. Après 4 ans de service au ministère de l'Économie et des Finances, ils ont été redéployés dans 14 ministères. Mais dans leur plaidoyer au chef de l'État, ces agents déclarent être sans salaire depuis octobre 2019, date de leur prise de fonction dans leurs services respectifs. La solution pour le règlement définitif de cette situation, le ministère du Travail et de la Fonction publique a saisi ses 14 collègues ministres, bénéficiaires bien sûr du redéploiement, pour que ces derniers puissent nous transmettre les projets de contrat signés le 8 mai 2020 au plus tard. Si les intéressés ne signent pas de contrat, on ne peut pas leur payer un salaire. Donc, dire que nous n'avons pas de salaire, alors que c'est vous-même qui refusez de signer les contrats, l'administration sera obligée, après cette étape, de rendre compte de la mise en œuvre de la décision au Conseil des ministres. Les portes de l'administration restent ouvertes, a indiqué le conférencier. Le directeur de la réglementation et de suivi de carrière a rappelé qu'un dispositif spécial a été mis en place sous la coordination du ministre du Travail et de la Fonction publique pour le traitement accéléré des contrats.
Et la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action se déroule actuellement sur toute l'étendue du territoire national avec une stratégie de distribution adaptée à la crise sanitaire liée au coronavirus. Les agents parcourent les quartiers et les maisons pour remettre les moustiquaires aux bénéficiaires. À Boycon, l'opération se déroule bien et sans incident. Voici le constat de Imet Elena Moussou. Démarrée il y a quelques jours, l'opération est l'ultime phase de la campagne digitalisée 2020 de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Elle succède à l'étape de démembrement des ménages et de distribution gratuite de coupons. Depuis le 14 avril dernier, les agents sillonnent les quartiers, concession par concession, pour remettre aux ayants droit l'instrument qui protège contre les piqûres de moustiques et donc contre le paludisme. Dans le contexte actuel marqué par le Covid-19, l'exercice se déroule de façon particulière. La population reste à la maison à cause de la pandémie. Nous, on vient les enregistrer à la maison. Il y a dans l'équipe, il y a l'enregistreur, le distributeur et aussi le communicateur ou le livreur. Donc l'enregistreur enregistre les coupons dans le téléphone et dit au distributeur le nombre de minutes qu'elle doit donner à la population. Et le communicateur va prendre des minutes pour venir nous servir ici. Cette formule utilisée réjouit les populations et ne gêne guère les agents sur le terrain. Et pour impacter le grand nombre, les acteurs ont pris des dispositions nécessaires. Nous avons 2 listes en main. Donc si les coupons sont perdus, il y a une liste pour ça. Et si les ménages n'étaient pas enregistrés, il y a aussi une liste pour ça. On est à la maison, il vient nous servir dans la maison, donc c'est bon. On remercie beaucoup notre gouvernement, président M. Patrice Talon, concernant la maladie qui est au pays maintenant. Il a essayé de nous épargner de ça. C'est pourquoi ils nous ont aidés juste dans la maison, nous partager. Ça nous fait vraiment plaisir. Je viens de prendre sous moustiquaire. Ça nous aide parce que les moustiques nous piquent. C'est pour ça qu'on prend ça, pour nous protéger. Engagé dans l'initiative Rollback Malaria, le Bénin depuis 2007 organise chaque 3 ans cette campagne de distribution gratuite de moustiquaires. Les efforts successifs ont permis d'atteindre, selon les statistiques, 92% de ménages disposant de moustiquaires imprégnés. Ceci a permis de réduire significativement la mortalité infantile et maternelle liée au paludisme. Cette année, l'opération va permettre de distribuer 8 millions de moustiquaires. Elle bénéficie de l'appui de l'USAID, le Fonds mondial ainsi que la Fondation Bill et Melinda Gates. 17 200 tests sanguins, c'est le nouveau lot de matériel de dépistage rapide que le Bénin a réceptionné samedi. Objectif, accélérer le dépistage des sujets cibles à risque du Covid-19. Le stock a été reçu par le ministre de la Santé et son collègue de l'économie et des finances. Précision. Des tests sanguins en quantité ici au fret de l'aéroport international Bernardin Ganti de Cotonou. La deuxième livraison à l'État béninois pour la réalisation des dépistages du Covid-19. Ceci quelques jours après la réception de la première commande des matériels devant servir au dépistage systématique des cibles à risque. Et en présence du ministre de la Santé, l'équipe technique conduite par l'administrateur provisoire de la CAME s'apprête à convoyer les matériels aux différents laboratoires du pays. Ces tests viennent actuellement de Londres. Nous avons 17 200 tests qui sont dans cette cargaison. Et ces tests vont permettre évidemment d'asseoir la stratégie diagnostique que le gouvernement a eu à mettre en place. En effet, dans notre stratégie diagnostique, nous avons prévu dans un premier temps de faire un premier screening avec les tests de diagnostic rapides pour déjà apprécier la présence ou non d'anticorps dans le sang des sujets testés. Et c'est après ce test de diagnostic rapide que nous procédons au prélèvement au niveau de la gorge et ou du nez pour aller faire le test à la PCR pour rechercher le virus même. Donc l'arrivée de ces tests va nous permettre de dérouler de façon efficiente notre stratégie diagnostique. Et nous avons prévu non seulement de procéder au dépistage systématique de certaines cibles sensibles, mais également au niveau des frontières
de contrôler systématiquement tous les sujets qui traversent les frontières, notamment les camionneurs qui traversent. Et avec cette étude diagnostic rapide qui donne le diagnostic en 15 à 20 minutes, vous comprenez aisément que nous allons pouvoir quand même screener dans un premier temps déjà tout ce qui franchisse la frontière et attendre secondairement le résultat de la PCR. Et par rapport à la PCR, comme vous avez pu le constater déjà, avec l'arrivée des équipements que nous avons reçus au cours de la semaine, nous sommes déjà à même de pouvoir décentraliser la PCR. Avec cette deuxième livraison, le dispositif de dépistage systématique est désormais renforcé et les tests se feront dans la quiétude, a rassuré le ministre Benjamin Mpati. Le gouvernement renforce ainsi sa stratégie de lutte contre le coronavirus. Ce lot de tests sanguins matériels importants va permettre donc aux agents de faire face aux défis du dépistage afin de lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. L'Africaine des assurances n'est pas restée en marge des actions de solidarité qui se font à l'endroit du gouvernement en cette période de crise sanitaire. Les responsables de la structure se sont rendus au ministère de la Santé vendredi pour apporter leur contribution, un soutien financier de 25 millions de francs CFA. Voici les précisions avec Ali Moumouni et Deon Pebi à travers ce reportage. 25 millions de francs CFA, c'est le montant que l'Africaine des assurances met à contribution pour accompagner le gouvernement béninois dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Reçus par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, les responsables de la structure ont expliqué la motivation de leur geste. Quand on regarde le contexte, quand on regarde la pandémie, toute personne ou toute structure disposant d'un peu de moyens manquerait à un devoir de solidarité impératif s'il ne faisait pas un effort pour permettre au gouvernement, pour aider le gouvernement à aller plus loin dans les efforts qui sont déjà faits. Donc voilà un peu le sens de notre action de ce soir. Et ça, c'est la priorité. Maintenant, ce qui est peut-être accessoire, c'est qu'en tant qu'assureur, nous devons prévenir et lutter contre toutes les formes de risques. Et donc, à côté de ce geste de solidarité qui vient en réponse à l'appel du gouvernement, l'Africaine des assurances se donne le devoir de participer à ce combat contre l'ennemi invisible, ce qui relève d'ailleurs de ses services, prévenir les risques. Au regard des conséquences économiques et financières qu'engendre cette pandémie, ce soutien n'est qu'un symbole, celui de la responsabilité sociétale de deux sociétés d'un même groupe, l'Africaine des assurances. Vous aviez cru bon répondre à cet appel. Soyez en remerciés. Le ministre de la Santé, le gouvernement, par ma voix, vous témoigne de sa profonde gratitude. Je voudrais également vous rassurer que les fonds qui sont mis à disposition seront utilisés à bon escient pour une riposte plus adaptée, une riposte plus efficace. Faut-il le souligner, l'Africaine des assurances est la première compagnie d'assurance privée agréée IARDT, entendez, incendie, accidents divers, risques et transports en République du Bénin. Créée en 1997, elle a une autre filiale dénommée l'Africaine Vie Bénin. Son siège est situé à Cotonou, sur l'avenue Jean-Paul II, en face de la direction de l'émigration et de l'immigration. Dans le même registre, le balai des dons se poursuit au ministère de la Santé, toujours pour lutter contre le Covid-19 au Bénin. Vendredi, plusieurs organisations apportaient leur contribution à l'effort du gouvernement. Au nombre de ces organisations, on peut citer le Fonds des Nations Unies pour la population. On retrouve Ali Moumouni. Ce geste n'est pas le premier de l'ONG Autre Vie pour accompagner le gouvernement béninois dans la lutte contre le coronavirus. Dès le début de la crise sanitaire mondiale, l'organisation non gouvernementale a déjà apporté son soutien aux populations dans les départements du Plateau, du Zou, de la Liborie et de l'Ouémé. Cette fois-ci, les responsables de l'ONG sont allés au ministère de la Santé pour exprimer leur solidarité à l'action gouvernementale dans ce combat contre le Covid-19. Le don de ce jour est composé de 1000 tests rapides Covid-19, 10 blouses de protection du corps médical et 1000 masques chirurgicaux.
L'ONG Autre Vie fait ce don avec la contribution de ses partenaires, l'ONG Bénin Santé, l'association de la diaspora béninoise en Europe centrale et le consul honoraire du Bénin en Tchéquie. Dans les rangs des donateurs, le ministère de la Santé a également reçu le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population. Pour ce premier geste de la série annoncée, l'UNFPA a apporté des équipements médicaux et de protection, surtout du personnel de la santé. C'est encore très minime en comparaison de l'effort immense qui est déployé par le gouvernement béninois, par tous les partenaires. Mais les défis sont immenses aussi, y compris pour trouver simplement tout ce qui convient pour protéger le personnel soignant. Donc ça n'est que le début d'une série pour 30 maternités. Derrière, nous espérons pouvoir soutenir 49 maternités à travers le territoire. Ces dons pour contribuer à la riposte contre le Covid-19 sont réceptionnés par le secrétaire général du ministère de la Santé. Il a exprimé à ses hôtes la gratitude du gouvernement pour ces gestes de solidarité avant d'inviter les autres structures à faire pareil. Et avec cette crise sanitaire liée au coronavirus, plusieurs secteurs d'activité sont touchés. C'est le cas par exemple du domaine du tourisme où tout est au ralenti aux grandes dames des acteurs. Du coup, une interrogation, le coronavirus a-t-il créé une faillite au niveau du tourisme béninois? La réponse dans ce reportage signé Narcisse Alossé et Elvis Tonoko. L'activité est bien notée. Mais je vous dis, tout est aux arrêts. Ça est devenu grave. Et chaque fois, ça va devenir pire en plus pire. Ils sont tous unanimes sur le sort laissé par le coronavirus à leur secteur d'activité, le tourisme. Aujourd'hui, pas de tourisme. Déjà, les avions sont cloués par terre. Il n'y a pas de vol et c'est un peu difficile. Parce qu'on vit sous les touristes. Les touristes ne viennent pas. L'avion ne bouge pas. Donc nous sommes vraiment en danger. On ne sait pas quoi de faire. Des propos de dépit confirmés par notre constat sur le terrain. L'une de nos curiosités, les galeries d'art, qui restent un des magnons de tourisme au Bénin. Depuis que Corona est arrivé, j'ai plus vendu il y a très longtemps. C'est vraiment difficile. Les touristes ne viennent plus à cause de ce mal et c'est très difficile pour nous, très difficile. Il n'y a plus de ventes. Avant, on vendait ça à 1700 brut. Aujourd'hui, nous allons tout finir. À 500, on ne trouve pas personne qui va payer. On vient à la maison. On va à la maison vide. Vous-même là, lorsque vous êtes entré dans la maison ici, est-ce que vous avez vu un seul client? Ils ne viennent plus. J'installe les choses, les gens, il n'y a personne qui vient, je suis là, je reste tout seul. Nous sommes allés ensuite à l'embarcadère d'Abomey-Calavi qui sert de couloir d'entrée pour les touristes à la cité lacustre Ganvier. En tout cas, le tourisme, non, le tourisme ne marche plus ici à Ganvier. Avant, il y avait beaucoup d'affluence par ici. Des gens allaient et revenaient. Maintenant, plus personne. Tout comme ici, les fréquentations sont au ralenti au niveau des établissements hôteliers. Quelqu'un qui avait 20 clients, qui commence par avoir un seul client, est-ce qu'on peut quantifier? On ne peut pas quantifier. Ça veut dire que la fréquentation est carrément nulle en ces temps-ci. Parce que les gens sont confinés. Il n'y a plus de séminaires. Il n'y a plus rien. Les avions sont bloqués. Personne ne vient dans le pays. La fréquentation viendra d'où? Et visiblement essoufflé, ce promoteur hôtelier fait un clin d'œil au gouvernant. Nous demandons aussi au niveau des impôts de voir l'échéancier du paiement des impôts. On n'a pas refusé qu'on ne paiera pas les impôts. Mais de voir l'échéancier et savoir les allègements qu'on peut nous faire pour nous faciliter la tâche. C'est comme ça aussi au niveau de l'électricité, de l'eau, la SONEB, la SBE. L'État peut prendre la responsabilité de dire je prends à 50%, à 60% les factures d'électricité des PME surtout. Les autres acteurs du secteur du tourisme, eux, préfèrent s'en remettre à la providence. Je prie le bon Dieu pour que ce mal-là parte vite parce que c'est très difficile. On dit chez moi, enfant, et qu'on ronron, et qu'on zaïbé. C'est que quand vous savez courir, et vous savez prendre les petits fentes, et que tout le monde prie, et que ça ne dure pas dans le temps. Sinon, ça serait de la catastrophe. Difficile, pénible, compliqué, malaisé, bref, ces acteurs du tourisme béninois n'ont pas été avares de superlatifs pour qualifier ces moments que vit leur secteur d'activité. Un secteur qui, selon eux, est le plus affecté par la pandémie à la Covid-19. Et voilà, c'est la fin de ce journal.
Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. Prochain rendez-vous de l'information sur Canal 3, 16h et 19h30 pour la grande édition du soir. Portez-vous bien et prenez soin de vous.